Donc aujourd'hui, on travaille sur la question de la clinique de l'Avent, donc qui est un cas de psychiatrie, enfin de clinique de l'urgence, mais plus spécifiquement, effectivement, la psychiatrie de l'Avent dans la question de l'urgence, et donc, bien évidemment, on va évoquer la question des cellules d'urgence médico-psychologiques, et puis on va également évoquer toutes les typologies du trauma, du traumatisme, et puis du stress post-traumatique. On n'aura pas le temps d'aller sur les questions de comment guérir le stress post-traumatique, même si bien évidemment on va évoquer la question des différents cycles du suivi, du traitement du stress post-traumatique. Et je dirais aussi à la fin un mot de la question de l'urgence en règle générale. Donc dissocié de l'hôpital, de qu'est-ce que c'est que ce concept de l'urgence, philosophiquement parlant, et bien évidemment les travestissements de l'urgence dans lesquels nous sommes aujourd'hui, et le fait aussi, vous vous souvenez, la prochaine fois nous traiterons de la raison instrumentale, et voilà, d'un lien aussi de ce que peut être une urgence travestie et d'un questionnement, en tout cas, sur la raison instrumentale. Alors, on part de la psychiatrie de l'Avent. Je vous renvoie à un article, enfin qui n'est pas un article d'ailleurs, qui est un entretien. D'ailleurs, c'était des propos recueillis par Bernard Granger, que vous verrez bientôt, donc ce sera le 7 juin. Il sera peut-être d'ailleurs déjà là le 21 avril avec Jean Naudin, mais sa séance à lui, ce sera celle du 7 juin. Donc c'est un entretien avec Louis Croc, que vous connaissez sans doute, hein, qui est médecin général, qui est un de ceux qui a défini de façon extrêmement consciencieuse cette question du trauma et du stress post-traumatique. Et donc cet entretien s'appelle « Passé, présent et futur des cellules d'urgence médico-psychologique ». C'est dans la revue PSN, c'était en 2016, édition matériologique. Et donc ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle tout d'abord le fait que quand est-ce qu'est née la psychiatrie de l'avant? L'avant comme avant et non pas après, hein. Donc la psychiatrie, donc pas comme le calendrier, mais comme la position. Et donc ça part tout simplement d'Hermann Oppenheim en 1888, qui est un des premiers à avoir aussi travaillé sur ces névroses de guerre. Et la psychiatrie de l'avant, on l'a vu arriver dès 1904-1905, nous dit Louis Croc dans cet entretien, puisque c'est la guerre russo-japonaise, le chemin de fer transsibérien est inachevé, il s'arrête à 500 km du front, et en gros, qu'est-ce qu'on fait avec les victimes du front? On ne peut pas les laisser si près du trauma du front, et en même temps, on ne peut pas les évacuer. Et donc se créent, en fait, des avant-postes. C'est pour ça que c'est une psychiatrie de l'avant. L'avant au sens où on prend au plus tôt le traitement du trauma. Il vient d'avoir trauma, et donc on est tout de suite là. Et en même temps, c'est au plus tôt, c'est pas au plus près. Parce qu'il s'agit bien évidemment de trouver une manière de ne pas rester à l'intérieur du front. Donc on crée, et vous vous souvenez que Tosquelles a fait une sorte de psychiatrie de l'avant aussi avec ses camps de réfugiés, où il avait fait tout de suite son poste, là dans le coin. Alors ça ne se définissait pas comme ça, mais c'était les mêmes principes. Donc on a cette psychiatrie de l'avant. Pourquoi? Parce qu'on considère que, bien évidemment, il faut prendre au plus tôt le traitement des blessés psychiques, hein, j'entends bien, avant que les ruminations mentales solitaires, si je cite Croc, n'exercent un effet morbide qui les enfonce dans leur pathologie. Donc c'est ce qui est fait, bien évidemment, dans la guerre russo-japonaise, c'est ce qui sera fait dans la guerre, bien sûr, de 14-18, et je vais y revenir parce que c'est là où on va
typologiser les 5 grands principes de cette psychiatrie de l'avant, et notamment avec le médecin psychiatre Thomas Salmon, donc médecin psychiatre américain, qui va s'opposer, enfin je rentre pas là-dedans, mais au traitement des électrochocs, parce qu'en gros, le traitement à ce moment-là des blessés psychiques, c'est essentiellement des méthodes qui sont loin d'être les principes posés par Thomas Salmon, qui lui va essayer de conceptualiser qu'est-ce que c'est que cette psychiatrie de l'avant et qu'est-ce que c'est qu'une écoute engagée et quels sont les 5 grands principes de la clinique de l'avant. Et puis ensuite, même chose, psychiatrie de l'avant qui continue dans les années, bien évidemment, dans la Deuxième Guerre mondiale. On a même une circulaire Bradley qui va là aussi la définir. La guerre de Corée, elle est également bien sûr appliquée, mais mal appliquée au Vietnam. Donc il y aura là un point important, et on a fait également, elle fut appliquée de façon plus efficace avec la guerre du Golfe en 91. Et donc Kroc, dans cet entretien, raconte comme ça toute cette historiographie de la psychiatrie de l'avant, jusqu'à raconter, et on va le développer ensuite, jusqu'à raconter tout simplement la création des CUMP, donc des cellules d'urgence médico-psychologique du SAMU. C'était, nous rappelle-t-il, le 26 juillet 1995, c'est-à-dire au lendemain, enfin pas au lendemain, mais dans la foulée au lendemain donc de l'attentat, vous vous en souvenez sans doute, attentat terroriste à la station RER Saint-Michel, explosion d'une bombe dans un wagon bourré de voyageurs, 8 morts, 100 blessés, et qui allait lancer, hélas aussi, enfin pas lancer, mais en tout cas, toute une série d'attentats ensuite, et qui sont encore présents aujourd'hui, même si c'est sous d'autres modalités. Et à ce moment-là, Xavier Emmanuelli va demander à Jacques Chirac de créer des cellules d'urgence médico-psychologique. Et pourquoi ? Parce que, selon lui, le devoir de tout soignant est de soulager, certes, la souffrance physique, mais de soulager également la souffrance psychique. Et donc, à ce moment-là, c'est, je ne sais plus si c'est, oui, je crois que c'est Emmanuelli qui va appeler Louis Kroc, parce qu'il a d'une certaine manière l'idée du dispositif, mais il n'a pas la méthodologie du dispositif. Il n'a pas ce qui va caréner le dispositif. Et donc, il lui manque précisément cette psychiatrie de l'avant qui a l'expérience des traumatismes psychiques de guerre, des traumatismes de catastrophe. Et en plus, le général Kroc, enfin le médecin général Kroc, avait créé en 1987, dans le service de psychiatrie de l'hôpital Saint-Antoine à Paris, à la demande du professeur Jean-Marc Albi, une consultation qui était spécialisée déjà et dédiée aux victimes d'attentats terroristes, puisque là aussi il y avait eu une série d'attentats, 85, 86, bon. Donc, il était la personne idoine pour présenter cette psychiatrie de l'avant. Alors, qu'est-ce que c'est que cette psychiatrie de l'avant ? Elle a été déjà posée par Thomas Salmon. 5 principes, vous allez voir, des principes d'une simplicité, et d'ailleurs, c'est un des principes de cette psychiatrie de l'avant, mais qui paraît presque naïf. Mais il faut se replacer dans le contexte, c'est-à-dire dans un contexte qui est un contexte de barbarie totale, de déshumanisation totale. Donc je dirais déjà, ce sont 5 principes de réhumanisation immédiate. C'est-à-dire comme si la première chose qu'il fallait faire, c'était on ramène quelqu'un dans le monde des vivants, on ramène quelqu'un qui est à l'instant T un zombie, et si on ne le ramène pas, au minimum, on fait lien. On fait lien, et comment on fait lien ? Par cette immédiateté, le fait qu'on est là. On est là. On ne sait pas encore quoi, comment, mais on est là. On fait lien.
proximité, donc absolument, voilà, simplicité. C'est pas le temps du jargon, c'est pas le temps du discours, c'est pas le temps de l'expertise. Donc simplicité. Espérance de guérison, c'est quelque chose qui est là et très typique, et on va expliquer, mais qui a sans doute, en revanche, un tout petit peu disparu aujourd'hui dans la psychiatrie de l'Avent, qui est liée au CUP, et la centralité. Donc 5 grands principes. Immédiateté, proximité, simplicité, espérance de guérison et centralité. Et je vous renvoie également, pour ceux qui sont intéressés par toute cette historiographie des névroses de guerre et du concept de névrose de guerre et de névrose traumatique et post-traumatique, à un livre qui était sorti en 2012 de Davoine et Godillère, que vous avez peut-être lu, qui est Histoire et trauma. Histoire et trauma, la folie des guerres, et qui nous rappelle que le niveau de diagnostic psychiatrique à ce moment-là, alors c'est dit avec pas mal d'humour de la part des psychiatres anglais, mais quand il s'agissait de classer les malades, entre guillemets, surtout sur les névroses de guerre, les troubles psychiques liés à un trauma de guerre, on écrivait NYD pour Not Yet Diagnosed, donc pas encore diagnostiqué. Hein. Bon, donc c'était ceux qui s'appelaient NYD, ou GOK, qui est très joli, poétiquement parlant, mais qui de fait montrait sans doute le flou dans lequel ils étaient, God Only Knows. Donc voilà, hein, comme ça c'était version libre. Et on comprend très bien, c'est très joliment dit, mais on voit aussi le niveau où on était, c'est-à-dire quand même loin de la typologisation qu'on connaît aujourd'hui et qui quand même nous aide considérablement, non seulement à diagnostiquer, mais surtout à guérir et à trouver les traitements à la fois médicamenteux et analytiques, et la clinique de rétablissement et de résilience qu'on peut mettre en place par la suite. Alors l'immédiateté, c'est quoi? C'est tout simplement que c'est ce qui a pour but de ne pas laisser s'amorcer le temps de latence d'une névrose traumatique, ni la méditation solitaire et oisive, nous dit-il, en tout cas tout ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire le phénomène de renforcement des symptômes, et donc on évite la mise en place, hein, on essaye de couper, de court-circuiter d'une certaine manière, de court-circuiter ce temps de latence. On trouvera aussi chez Charcot, il parlait d'incubation, hein, le terme chez Charcot c'est plutôt incubation, méditation, rumination. Janet lui va parler d'émotions retardantes, bon, et puis qui donne toutes les abréactions qu'on a par la suite. Ça se construit là. Bon. Donc l'immédiateté, c'est ça son premier objet. La proximité, elle est fondée sur l'opportunité, nous dit Krog, de maintenir le sujet dans l'atmosphère du front, quitte à ce qu'il continue d'entendre le bruit de la canonnade, pour bien le convaincre qu'il n'est pas retiré de la bataille, mais simplement soustrait pour une courte parenthèse nécessaire à ses récupérations. Donc, alors ça c'est, bien évidemment, aujourd'hui on fonctionne différemment, mais là on voit très bien le caractère efficace de la chose, c'est-à-dire qu'il s'agit quand même de soigner, de réparer et de ne pas faire que le soldat quitte à jamais le front. Hein. Donc la proximité était aussi pour cela. L'espérance de guérison, et ça aussi c'est très intéressant, sur la nécessité de la suggestion. L'espérance de guérison impliquait que le patient devait être convaincu qu'il allait certainement guérir de sa pathologie fonctionnelle et transitoire, et tout le personnel médical devait s'employer à inculquer cette conviction lors d'entretiens persuasifs répétés. Alors, ça aussi, on en est sensiblement aujourd'hui éloigné, même si c'est aussi un phénomène, c'est l'en-deçà du transfert, hein, sans doute. Hein, c'est-à-dire que, bon,
Dans le transfert que vous faites, transfert au sens large, hein, comme vous avez expliqué au deuxième sens, au sens de Roustan, derrière cette question du transfert, il y a sans doute le fait que vous avez identifié un tiers résilient par lequel va se mettre en place une espérance de guérison. Bon. Donc, inculquer la conviction que l'on va vous guérir. La simplicité, c'était tout simplement ni équipement, ni méthode compliquée, tout simplement le local rustique mais propre, l'hygiène rudimentaire. Là aussi, hein, l'enfer des tranchées faisait que simplement se laver, s'épouiller, dormir, recevoir une nourriture chaude, etc., créait immédiatement un sentiment contenant. Parce que c'est ça l'enjeu. L'enjeu de la psychiatrie de l'Avent, dans le premier temps, c'est de créer un sentiment contenant. Il n'y a pas de contention, mais il y a une contenance. Ensuite, comment dire, j'ai fait quasiment tout, et la centralité. La centralité, ça implique l'existence d'une organisation générale cohérente, échelonnée depuis ces antennes de l'Avent vers les centres de traitement qui sont précisément ailleurs. Donc les hôpitaux, mais ça peut être des camps de rééducation plus sophistiqués. Et tout simplement, cette centralisation du dispositif permettait une meilleure régulation du flux des patients et une évacuation exacte des pertes et des récupérations psychiques. Centralité aussi, en revanche, là c'est ce qui est plus intéressant et qui sera totalement une demande des CUMP d'aujourd'hui, centralité au sens d'unité de doctrine, hein, et de sentiment d'appartenance. C'est-à-dire que chaque praticien a toujours une clinique propre, mais quand même, cette clinique de l'Avent, elle partage une clinique commune, et puis surtout le fait de faire système avec des corps qui ne sont pas du tout ceux des psychologues cliniciens, mais on va travailler avec des policiers, des militaires, des pompiers, des médecins, des urgentistes, des psychologues, des infirmiers, et donc c'est toute cette coordination qui aussi doit être unifiée. Donc, voilà les principes originels de la psychiatrie de l'Avent et comment les a traduits le médecin général Kroc. Alors vous avez quantité d'ouvrages, là on va essentiellement renvoyer aux 16 leçons sur le traumatisme, et qui datent, 16 leçons sur le trauma, qui datent de 2012, mais la littérature de Kroc est immense, donc vous pourriez aussi partir des traumatismes psychiques de guerre, 1999, l'intervention médico-psychologique auprès des victimes, ça c'est 2001, l'approche cathartique, on y reviendra, puisque c'est un des termes clés chez Kroc, là, qui renvoie bien sûr à la catharsis qu'on trouve dans l'ouvrage poétique d'Aristote. Vous savez tous ce que c'est que la catharsis. La catharsis, c'est la purification, et c'est la manière dont Aristote définit la vérité du théâtre. Qu'est-ce que le théâtre permet, et notamment la tragédie? La tragédie permet la purification des mœurs, permet la purification des valeurs, et notamment aussi qui incarne très souvent, qui permet toute la pièce, toute la tragédie permet cela, mais plus spécifiquement aussi le cœur qui est sur scène et qui régulièrement vient scander et dire la morale d'un moment, ou interpeller le héros, ou au contraire souligner sa défaillance, etc., etc. Donc, et cathartique parce que c'est toute la différence entre, bien évidemment, l'écran qui fait de vous un téléspectateur passif et qui est comme ça pris par la
la machination comme ça de l'image, et bien évidemment le spectacle vivant, et plus spécifiquement le théâtre, qui au contraire considère que le spectateur est totalement impliqué dans le système. Alors, on verra ensuite comment, voilà, quel est l'enjeu d'utiliser cette question cathartique dans l'expérience du traitement du trauma. Et donc l'approche cathartique, vous l'avez c'est un ouvrage de 2003. 2005, une histoire de la psychiatrie de l'avant dans les conflits armés. Donc voilà, donc comment il a transformé ces 5 principes qui étaient notamment issus de Salmon, mais aussi il est revenu bien évidemment aux définitions premières du trauma comme principe d'effraction qu'on trouve chez Freud, et puis il est revenu aussi sur ces autres manières de penser les temps de latence qu'on trouve chez Charcot, incubation, etc. Donc la clinique de l'avant, c'est d'abord cette période, ce qu'il appelle la période immédiate. Donc il y a 3 grands cycles, 3 grandes phases de cette clinique. La période immédiate des premières heures, du premier jour. Le deuxième temps, puis on verra qu'est-ce qu'on fait dans cette période-là. Le deuxième temps qui renvoie à la période post-immédiate, selon lui du 2e au 30e jour. Et puis la période chronique, la période différée, au-delà du 30e jour. Parce que là, en revanche, personne ne sait véritablement quand cette chose se termine. Et tous les cliniciens savent ça, c'est-à-dire qu'on sait définir les séquences de ceux qui ont traversé un trauma. On sait, de la même façon qu'on le sait pour le deuil, on sait qu'il y aura une période de sidération, il y aura une période de colère, il y aura une période de tristesse infinie, il y aura une période, etc. Puis, il y aura une phase d'acceptation, etc. Donc, on a un modèle, mais en revanche, et c'est plus particulièrement vrai encore dans la question du trauma, on ne sait pas dans quel sens se font ces séquences. Est-ce que ça va commencer par la sidération? Est-ce que ça va finir par la sidération? C'est pas sûr. Est-ce que vous allez avoir un système d'hyperagitation au départ et au contraire, ou est-ce que le phénomène automatique va surgir après? Ça varie selon les sujets. Ce n'est pas parce qu'il y a eu sidération au départ que ça va disparaître après. Il peut y avoir mutisme et puis au contraire déclenchement de la parole après, ou l'inverse. Donc on voit à peu près toute la mosaïque des troubles physiologiques et psychiques, mais de dire exactement quel est l'itinéraire, moi personnellement, en tout cas la clinique que j'ai pu expérimenter, n'a pas cette précision-là, le sujet, avec tout ce qu'il est, ses réminiscences, parce qu'en plus, le trauma, bien évidemment, réveille d'autres traumatismes ou pas, le phénomène de la culture qui est très important, le phénomène pour certains de la foi qui va rentrer ou pas dans ce système, enfin, quantité de choses, certains qui vont trouver des tiers résilients rapidement, d'autres qui ne vont pas trouver des tiers résilients, puis on va faire la typologie des traumas. Tous les traumas n'ont pas la même nature et donc, bien sûr, n'ont pas le même type d'impact. Donc, toute cette pathologie du trauma, elle est quand même très singulière, même s'il y a là aussi, de grands invariants. Donc, en 1995, les CUMP sont créés. En 1997, le Comité national de l'urgence médico-psychologique est créé. Ses fonctions sont de définir tout simplement les objectifs et la doctrine d'intervention des CUMP, d'unifier cela, donc de veiller à la cohérence de l'ensemble du dispositif de prise en charge de l'urgence médico-psychologique, de veiller bien sûr à l'évaluation de ces actions de manière récurrente,
de superviser les formations des psychiatres, des psychologues, des infirmiers de la CUM, donc d'unifier aussi ces formations. Je dirais que c'est pas tout à fait dans ce-là qu'on a été les meilleurs, enfin que la CUM a été la meilleure, de mettre en œuvre un programme de recherche en psychiatrie de catastrophe, et puis d'assurer la liaison avec les autres ministères intéressés, parce que la CUMP, elle intervient notamment très très souvent avec le MAE sur le retour des otages ou toutes les situations d'attentats, mais de prise d'otages au travers d'avions, etc. Donc, ça c'est comment dire, les missions du comité, mais la mission des CUMP, plus spécifiquement, c'est de prévenir, de réduire, de traiter les blessures psychiques occasionnées par les catastrophes, occasionnées par les accidents collectifs. Pour ce faire, la première des choses, c'est qu'on se rend sur le terrain de la catastrophe, d'où CUMP SAMU. Deuxième temps, prendre en charge les blessés psychiques, les trier, selon, il y a toujours cette question aussi de l'urgence, hein, il faut faire la différence et pour assurer l'évacuation si l'état de certains l'exige, d'assurer le suivi, la surveillance de ces blessés psychiques ensuite pendant la période post-immédiate, de préparer normalement les relais thérapeutiques ultérieurs, donc toute la médecine de vie, les cabinets, qu'est-ce qui va suivre derrière, et voilà un petit peu comment dire, l'enjeu. Qu'est-ce qu'on remarque aujourd'hui, on y reviendra, mais que on a une excellente capacité à faire les premiers temps, c'est-à-dire on fait partie, je pense, la CUMP fait partie véritablement des meilleures équipes sur cette psychiatrie de l'avant, au sens de, voilà, à l'avant-poste, en immédiat, suivi post-immédiat fait, mais pas assez par les mêmes personnes. Et là se pose quand même le problème du continuum d'un transfert. Alors, c'est très compliqué parce que ça ne peut pas nécessairement être la même personne, mais peut-être que ça pourrait être une constellation de 3-4 personnes et on ne bouge pas de ça. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. En tout cas, c'est pas. On essaye. Enfin, la CUMP essaye, bien sûr. Mais c'est vrai que ce n'est pas si simple que ça. Et ce qui remonte des patients, c'est que de recommencer, de ne pas pouvoir capitaliser et de devoir recommencer sans cesse l'histoire du trauma face encore à une nouvelle donnée, leur donne pas toujours le sentiment d'un suivi approprié. Alors c'est pas toujours le cas et c'est de moins en moins le cas, mais c'est encore le cas. Et puis d'un relais qui est pas si simple que ça avec la suite, le suivi sur le plus long terme. Et là aussi, la CUM se rend compte que c'est pas si simple de faire le transfert en fait. Et donc il y a énormément en fait de gens de la CUM qui assurent en fait le suivi, parce qu'ils se rendent compte que quand ça marche quand on a la chance que ça marche un tout petit peu avec une personne, on n'a pas envie de lâcher ça. Et donc on passe plus ou moins difficilement la main à d'autres types de relais, et sachant que les autres relais ne sont pas nécessairement formés à la psychiatrie du traumatisme spécifique et à la psychiatrie de l'avant, et ont peut-être des méthodologies plus classiques et moins appropriées à cet événement qui fait, comme dit Lacan, trou dans le signifiant. Et donc là, il y a aussi un sentiment de... voilà, je vous donne un exemple qui est cité par Louis Kroc. Ils sont allés voir ces victimes traumatisées parce que, bien évidemment, Louis Kroc les adresse à des praticiens, entre guillemets, traditionnels, et finalement, elles reviennent nous voir, dit-il, déçues, en disant « Mon psychiatre ne m'interroge pas sur mon trauma, il persiste à vouloir me faire parler de mes relations d'enfance avec mes parents. » Bon, je dis, on sent qu'il ne dit pas ça pour aider et que ça permet quand même de mettre un coup sur la chose. Mais bon.
Donc, alors, qu'est-ce que c'est aussi la question de la catharsis? C'est, dit-il, la leçon des apports de Janet ou de Freud. Il s'agit, dit-il, de faire revivre l'événement traumatique in statu nascendi, c'est-à-dire au moment naissant, tel qu'il a été vécu sur le moment, de faire établir des associations d'idées à son sujet, et surtout, c'est là où c'est la question de la catharsis, de faire transcrire en langage et en symbole le vécu brut, sensoriel de l'expérience traumatique inaugurale, et c'est à ce prix qu'on obtient la catharsis, ce que lui traduit par soulagement éclairé, dont parle Aristote à la fin de la tragédie antique, quand le cœur énonce une morale qui apporte une vérité, qui apporte un sens, qui fait que tout d'un coup l'indicible, l'irreprésentable, le trou dans le signifiant fait que tout d'un coup quelque chose peut faire sens. Et c'est ce que lui appelle à un autre moment, non pas la psychiatrie phénoménologique, mais la psychiatrie téléologique, c'est-à-dire celle qui vise une fin, à faire émerger un sens. Le télos, en grec, c'est la finalité. Et donc cette psychiatrie téléologique, c'est comment, voilà, on ne va pas simplement faire du médoc, on va aller construire un sens, fabriquer un sens avec le patient, et comment le patient est le premier partenaire et aussi le psychiatre pour que tout d'un coup quelque chose fasse sens. Un sens qui n'est absolument pas prédéterminé, qui est vraiment une pure création. Mais il faut aller, on pourrait dire que c'est aussi ça la résilience. En tout cas, il y a très clairement une dynamique de création dans la résilience. Et définition du trauma, alors qui est véritablement celle qui renvoie à comment dire, le principe d'effraction, qui renvoie tout simplement à Freud. Hop. Je la cite directement. Donc, phénomène, alors il s'inspire de Freud, phénomène d'effraction du psychisme et de débordement. Qu'est-ce que c'est le traumatisme? Le psychotraumatisme, c'est un phénomène d'effraction du psychisme et de débordement de ses défenses par les excitations violentes afférentes à la survenue d'un événement agressant, menaçant pour la vie, pour l'intégrité physique ou pour l'intégrité psychique. Et c'est ce qu'il dira aussi, l'expérience de néantisation. C'est-à-dire le trauma est un face-à-face, c'est une expérience du réel de la mort. Et c'est cette confrontation directe ou indirecte, on y reviendra aussi, avec ce réel de la mort qui fait qu'il y a effraction du psychisme. Et alors si on regarde la définition du DSM-4, c'est troubles présentés par une personne ayant vécu un ou plusieurs événements traumatiques, ayant menacé leur intégrité physique, psychique, ou celle d'autres personnes, ayant provoqué une peur intense, un sentiment d'impuissance ou d'horreur, et bien évidemment ayant développé des troubles psychiques liés à ces traumatismes, puisqu'après derrière il y a toute la déferlante des traumatismes immédiats, post-immédiats, chroniques qui vont se mettre en place. Côté typologie des traumatismes, on a les psychotraumatismes de type 1. C'est quand l'événement est unique. Il y a eu accident, il y a eu attentat, il y a eu incendie, il y a eu catastrophe naturelle. Il y a un avant, un après. Bon. Et les psychotraumatismes de type 2 quand l'événement est récurrent.
quand l'événement est répété, il est durable, et on est dans une situation de maltraitance psychique, physique, sexuelle, et type de violence conjugale, violence de genre. Bon. Donc ça, c'est une première différence. Deuxième grande différence, c'est les traumatismes, et ça c'est bien évidemment dit dans... Et c'est une des plus grosses difficultés pour faire récit avec le trauma, c'est la place du hasard, c'est la place de l'arbitraire, c'est la place de l'intention. Le traumatisme était non intentionnel ou intentionnel. Et c'est pas si simple de poser la donnée. Traumatisme non intentionnel, éventuellement une catastrophe naturelle, industrielle, sachant qu'aujourd'hui on fait de la traçabilité des catastrophes industrielles et que c'est peut-être pas de l'intention, mais c'est quand même de la grosse, malhonnêteté intellectuelle ou insuffisance intellectuelle. Donc il n'y a pas d'intention, mais il y a quand même des gros problèmes structurels derrière un certain type de catastrophe. Et ça vient considérablement aussi impacter la question du trauma, la question de la responsabilité des uns et des autres, les accidents, les incendies, les deuils violents. Donc, et puis l'arbitraire de l'autre, donc plutôt le traumatisme intentionnel, les violences collectives, les guerres, les génocides, les violences extérieures, mais liées à l'intime, les viols, les agressions, les prises d'otages, les violences institutionnelles, qui sont en tout cas listées aussi par Kroc, et bien sûr, sans doute un des cas les plus durs, les violences intrafamiliales. Donc, voilà, traumatisme aussi. Alors, c'est pas tout à fait ni la question de l'arbitraire, ni de la question de l'intention, ni de la question du hasard, c'est la question de, mais je l'ai dit dans catastrophe naturelle, attentat, c'est-à-dire la présence d'un questionnement politique. La question de la collectivité. C'est un traumatisme qui me touche moi seul, ou c'est un traumatisme qui touche une catégorie de personnes, qui peut être plus ou moins identifiée d'ailleurs, mais qui est déjà identifiée par un traumatisme commun, et donc c'est quid de l'utilité de cela. Et ça compte beaucoup parce que c'est pas forcément plus simple de guérir d'un traumatisme purement individuel par rapport à un traumatisme plus collectif. Parce qu'on se pose très clairement la question de l'utilité. Il y a un sentiment d'être une fourmi, sauf que c'est la déflagration de ma vie intégrale, et en même temps, à quoi ça va servir, quoi? À rien, quasiment. Alors jusqu'où, bien évidemment, ce qui arrive à un individu à un moment donné dit quelque chose qui peut arriver à un collectif. Bon, mais voilà, les suivants. Et puis dernier point, ce que je disais tout à l'heure, direct, indirect. Donc c'est ce qu'on appelle soit les traumatismes dits secondaires, soit les traumatismes vicariants. C'est-à-dire quand vous-même, vous n'êtes pas en expérience directe avec le réel de la mort, mais, allez, degré 1 ou degré 2, aujourd'hui on va même plus loin, degré 3, en tout cas à partir du moment où vous sentez qu'il y a un degré d'interférence, vous êtes en traumatisme indirect. Et c'est particulièrement le cas, par exemple, pour des enfants qui vont vivre, par exemple, un traumatisme, et souvent, en tout cas dans les premiers temps, vous avez plus souvent les parents que les enfants, qui n'étaient pourtant pas là quand ils ont vécu ce traumatisme. Je vous donne un site, c'était le cas de l'école La Rochefoucauld il y a encore quelques années. Un homme est rentré, il s'est fait sauter la cervelle devant une classe de CP. Bon, donc il y a eu la CUMP qui est venue, qui a suivi, qui a mis en place, et il fallait traiter les enfants, les parents. C'était absolument impossible de faire autrement. Et les parents n'étaient pas du tout dans le sentiment d'être dans un non-traumatisme. Il y avait eu, bien évidemment, le réel de la mort.
même si ce n'était pas directement sur leur personne. Bon, et ça arrive. Et prenons aussi une des questions qui est essentielle, notamment pour la CUP ou pour tous les urgentistes, c'est bien sûr la question du traumatisme des soignants. Et qui fait que, bien sûr, écouter sans cesse, faire ce défusing et ce débriefing des victimes de traumatisme, à un moment donné, bien évidemment, que ça crée aussi un impact fort. C'est pour ça qu'on met en place aussi des débriefings entre les soignants eux-mêmes et que, voilà, il y a toutes des périodes là aussi de latence pour se recharger, pour faire ce travail de résilience, parce que ça crée bien évidemment une érosion dans un premier temps, mais même parfois quelque chose de beaucoup plus compliqué avec des rêves récurrents. Enfin, on rentre dans le même phénomène des troubles ou quand ils arrivent sur le terrain, puisqu'ils sont les premiers à arriver. C'est très clair sur les urgentistes, par exemple, qui sont arrivés sur Charlie. Et là, il y a... Bon, ben ça y est, bien évidemment, ils deviennent soignants et eux-mêmes porteurs d'un traumatisme. Donc, c'est pas simple. Ou tout simplement, quand on voit un défenestré et qu'on arrive aussi dans les premiers et qu'on va pas simplement écouter le récit de la défenestration, mais voir le résultat aussi de la défenestration, puisque aujourd'hui, la CUP arrive très très vite. Donc, elle est vraiment à l'avant-poste. Alors, sur la différente... qu'est-ce qu'on a comme type classique de symptômes? Beaucoup de choses. Vous allez avoir d'abord un sentiment d'effroi, bien sûr. Et là aussi, on aimerait dire que, tiens, l'effroi, c'est la phase aiguë, mais ce n'est pas du tout vrai. La phase aiguë peut être parfois, on l'a dit tout à l'heure, la sidération. Et l'effroi va arriver en phase chronique. Donc, c'est pas... mais un sentiment d'impuissance, une horreur, une impression d'abandon, bien évidemment, des symptômes classiques de détresse et de dissociation. Comment dire, le post-traumatique, plus loin, ça c'est souvent ce qui arrive plutôt là, en revanche, pas dans le post-immédiat, mais plutôt dans le chronique, l'altération possible de la personnalité. Croc nous dit plus loin, puis avec des caractéristiques très particulières, c'est-à-dire des nouveaux modes de fonctionnement, c'est-à-dire que vous allez avoir, par exemple, des stratégies systématiques d'évitement, d'émoussement, des personnes qui tout simplement se désinvestissent. Il y a une déprise comme ça. Et en fait, cette lassitude n'est pas du tout le manque d'intérêt, c'est le signe d'un trauma agissant, une incapacité d'assurer une fonction de présence au monde. Et c'est ainsi que, d'ailleurs, Finichel, donc 1945, psychanalyse viennois, il disait, voilà, le trauma, c'est ce qui met en place un triple blocage des fonctions du moi. Premier temps, c'est la fonction de filtration de l'environnement. Bon. Je me souviens de parce que ça me fait penser à ça, de cette figure dont parle, ça doit être dans Les Fureurs héroïques de Giordano Bruno. Il va essayer d'expliquer la figure, le mythe d'Actéon. Je ne sais plus si on en avait parlé ici. Actéon, c'est celui qui cherche à
dévoiler Diane et à voir la beauté de Diane et la nudité Diane. Et de fait, il va réussir à la voir. Et donc, Artémis, Diane, se vengera en le transformant en cerf. Et donc, c'est les propres chiens d'Actéon qui viendront déchirer, dévorer Actéon. Et pourquoi je raconte ça? Parce que Giordano Bruno dit que le corps d'Actéon à ce moment-là pourra être transpercé de lumière. Et en fait, d'une certaine manière, c'est à ce moment-là qu'il aura presque un sentiment divin. C'est-à-dire qu'il est traversé par... voilà, et c'est ça la question de problème de filtration de l'environnement, c'est-à-dire que c'est trop, quoi, c'est pas possible. Donc il y a absolument pas une enveloppe corporelle qui préserve, qui maintient à distance. Donc soit c'est dans la déprise, soit tout vous submerge, soit c'est trop. Hein. Et on voit très très bien ça aussi dans d'autres troubles. Les troubles autistiques, c'est clairement ça, c'est des problèmes aussi de débordement sensoriel. Donc, fonction de présence au monde, bon, avec une incapacité voilà, d'être au monde, de se sentir concerné par les événements, et puis une fonction libidinale d'amour et une fonction de la relation à autrui qui est également bloquée. C'est-à-dire, vraiment, là aussi, souvent, le cœur de l'intime, lui aussi, est touché par des conduites régressives, des comportements éventuellement suicidaires. En tout cas, il y a une altération, et c'est particulièrement aussi le cas chez les enfants. C'est-à-dire que quand des enfants sont touchés par le trauma, et c'est très bien expliqué par Kroc et par Evelyn Joss, qui a beaucoup travaillé aussi ces questions de traumatisme chez l'enfant, on aurait pu croire que précisément parce que l'âge était tôt, il y avait éventuellement moins de conscience par rapport à la question du trauma, on se rend compte d'exactement l'inverse, que ce n'est pas le problème du niveau de conscience, c'est le problème d'une personnalité en devenir, d'une plasticité, d'une certaine manière, de cette personnalité en devenir, qui fait que quand le trauma tombe là-dessus, il empêche ce déploiement. Et il va venir bloquer quelque chose qui est en pleine potentialité, alors qu'il va simplement arrêter et non pas bloquer un déploiement s'il se fait chez une personne adulte, même si bien évidemment il ne s'agit pas de hiérarchiser les points, mais c'est très clairement la perturbation, dit Evelyn Joss, il y a une perturbation des schémas cognitifs plus forte, une altération de la personnalité en devenir, une prématuration traumatique qui fait que, en fait, la personnalité de l'enfant est plus vulnérable encore et elle est ébranlée dans ses bases. Ah, c'est les travaux, notamment d'Evelyn Joss, si vous voulez travailler plus ces questions de trauma. Alors, d'abord, quel type de traumatisme, quel type de symptômes, des symptômes qui sont non spécifiques, l'anxiété, les troubles psychosomatiques, on l'a dit, la régression libidinale, ça peut aller jusqu'au puérilisme mental. Bref, le fait qu'il y a vraiment un sentiment comme ça de séparation d'avec le monde, d'avec les autres. La sidération, la fuite panique, ça existe aussi bien sûr, le comportement d'automate qui peut durer et durer, ou au contraire quelque chose de beaucoup plus hystérique, l'agitation sauvage, l'agitation désordonnée, et alors ensuite le post-traumatique, comment on voit ça, c'est bien sûr tous les syndromes de répétition,
qu'on appelle la réviviscence, hallucinatoire ou pas, la rumination mentale, le cauchemar de répétition, les raidissements du corps. Donc ces différents points qui tout simplement viennent dire autrement ce principe d'effraction dans le système de défense psychique. Alors, je ne l'avais pas dit tout à l'heure, mais juste la différence. Donc, sur le premier temps de la phase aiguë, on fait généralement ce qu'on appelle du diffusing, du nom bien français, qui veut tout simplement dire, en gros, on va venir déchoquer. Hein, et le diffusing, ce n'est pas le temps du discours, c'est le temps, je l'ai dit tout à l'heure, de la réhumanisation simple d'un contact, c'est le temps de l'écoute, d'une écoute engagée, hein, totalement impliquée de la part, bien évidemment, du psychologue qui est là. Et on ne cherche pas ni à comprendre les récits, on ne cherche pas à reprendre, on va simplement recevoir ce qui est posé là, et c'est ça voilà. Et puis dans un deuxième temps, post-immédiat, là, il y aura le débriefing. Là, il y aura effectivement la possibilité de commencer un traitement, une cure à proprement parler. Et vous avez en ce moment, depuis, donc je crois que le protocole a été lancé en 2000. Donc on est quoi là? On est 2017, donc en 2016, je pense. Il a été lancé, je crois, en mai 2016. Expérimentation qui relie à PHP et Montréal, notamment, je ne sais pas si vous la connaissez, qui est directement liée, bien évidemment, au traitement post-traumatique, à ce qu'on appelle le blocage de la reconsolidation. Et qu'est-ce que c'est que cette expérience? C'est le fait d'utiliser un bêta-bloquant. Mai 2016, expérimentation à PHP Canada, qui consiste donc à utiliser un bêta-bloquant qui s'appelle le propranolol. Et alors, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait de faire une prise du comprimé, d'attendre 1h30 et de faire la réactivation. Donc c'est là aussi l'approche cathartique, mais sous chimique, hein, donc avec le traitement chimique, et de faire ça régulièrement, peut-être 6 fois, 7 fois, 8 fois, de raconter à chaque fois. Et le but de cette expérimentation est de voir tout simplement si, après avoir fait ces différents cycles de 6 fois, 7 fois, je ne sais plus combien de fois il faut le faire, est-ce que précisément la rumination mentale, les cauchemars traumatiques, les réviviscences, est-ce que petit à petit il y a un phénomène, pas d'effacement, mais de digestion facilité par cette prise médicamenteuse? On aura les résultats bientôt. C'est le professeur Alain Millet de la Pitié-Salpêtrière et Alain Brunet, psychiatre, qui sont notamment ceux qui portent ce protocole d'expérimentation. Donc voilà un petit peu les quelques données. Puis j'avais dit que je dirais quand même quelques mots de et puis nos questions. Alors juste si vous voulez avoir quelques cas, et notamment des cas qui sont très liés à ce que nous avons vécu tous ces derniers temps, c'est-à-dire le suivi des attentats, par exemple, de l'Hypercacher ou du Bataclan, je vous renvoie à Perspective Psy, qui a fait un dossier, notamment là-dessus, en 2016, à propos du suivi de quelques traumatisés psychiques après les attentats de l'Hypercacher et du Bataclan.
par Georges Ghanouchi, et qui, voilà, on a une petite étude de cas expliquant, d'abord, vous faisant un peu un débriefing de ce que Coulibaly, par exemple, avait demandé à l'un des otages, qui est reçu donc par ce psychiatre, à l'un des otages qui se trouvait près de lui. À un moment donné, quelqu'un a voulu se saisir de son arme et il a tiré sur lui. Et Coulibaly avait demandé à l'otage, est-ce que je l'achève ? Et donc le patient vient aussi raconter bien évidemment cela. Et puis il a suivi toutes les personnes. Et donc il fait voilà, le récit de ces différents symptômes d'angoisse phobique qui persistent après le moindre sursaut, l'impossibilité de se rendre bien évidemment dans tout lieu public, les cauchemars à répétition, le sentiment tout d'un coup d'une relecture de sa vie au travers du prisme de la persécution. C'est-à-dire que c'est pas tout d'un coup, ah, ça fait simplement sens ici. Non, mais bien sûr, de toute façon, voilà, ce mauvais œil me suit depuis quand j'étais petite, donc ça c'est assez étonnant de voir qu'il y a aussi bien évidemment cette victimisation qui se met en place et qui refait toute l'histoire. Le sentiment permanent d'être sur le qui-vive, hein, donc la question de l'alerte, la question comment dire, et alors lui, ce qu'il appelle, quand vous vous souvenez, Krog parlait de psychiatrie téléologique ou d'approche cathartique. Nous verrons avec Naudin la psychiatrie phénoménologique. Là, il a ce qu'il appelle un travail de dégagement par le haut. Et ce travail de dégagement par le haut est un travail de symbolisation, hein, tout simplement, éventuellement de sublimation, mais en tout cas de symbolisation, de construction d'un sens. Et voilà. Et généralement, là aussi, si vous voulez voir un autre article de Schneider, c'est dans Psychothérapie, c'était un article de 2005, celui-ci, sur psychothérapie pour les PTSD, une vue d'ensemble. Et là, c'est les approches multimodales qui montrent que, bien évidemment, le traitement du traumatisme ne peut être que multimodal, au sens, et alors particulièrement quand il s'agit d'un traumatisme collectif, mais pas que d'ailleurs. Pourquoi multimodal ? Parce que bien sûr, il y a la psychiatrie, mais il y a un traitement souvent chimique, bon, donc ça c'est classique, mais il y a un traitement social, de reconnaissance sociale, d'insertion sociale, culturelle, etc. Et il y a un traitement juridique, c'est-à-dire qu'il y a bien évidemment la place du juridique dans toutes ces questions. Et donc là, dans cet article, vous avez voilà, toute l'approche psychothérapeutique générale et les différentes thérapies, le Stress Inoculation Training, donc ça, voilà, je vous y renvoie, ce sont les techniques qui permettent d'enseigner aux patients une variété de techniques pour gérer l'anxiété, tout ce qui renvoie à la thérapie d'exposition, qui elle est bien évidemment des thérapies plus comportementalistes où on fait revivre le souvenir traumatique. Tout ce qui concerne la restructuration cognitive, qui elle va se centrer sur les pensées dysfonctionnelles. Les patients sont encouragés à développer des pensées alternatives. Bon, tout ce que alors ça vous le connaissez plus souvent, c'est donc le MDR aussi qui est de plus en plus utilisé, qui est cette technique dans laquelle le patient, sous la conduite d'un thérapeute, va exécuter des mouvements oculaires pendant qu'il se remémore les scènes traumatiques. Bon, bref. Donc ça, vous avez le côté, quel type de traitement et un peu la cartographie de tous les traitements. Alors j'avais dit que je dirais un mot de
de la question de l'urgence et de cette place que l'urgence prend dans nos sociétés et qui, d'une certaine manière, crée un traumatisme en soi, au sens où... et d'ailleurs, vous avez un livre qui est tout à fait intéressant de Christophe Bouton, qui s'appelle « Le temps de l'urgence », qui a été édité au bord de l'eau. Et Bouton reprend notamment, il s'inscrit comme ça dans le sillage de Foucault, et l'ouvrage de Foucault, c'est « Surveiller et punir ». Et qu'est-ce qu'avait souligné Foucault? Que le supplice et la torture avaient été remplacées par des peines converties en temps. Et peine de prison, de travaux d'intérêt général, etc. Alors bien sûr, ce sont des privations de liberté, mais c'est d'abord une confiscation du temps propre et du temps perdu, et pas simplement que la question de, bien sûr, privation d'un espace, bien sûr, de qu'est-ce que je veux faire, mais ça dure. Ça dure, ça dure, ça dure, et ça empêche, bien évidemment, l'individu de vivre dans son temps, de vivre éventuellement avec la frénésie et l'intensité qui est celle tout simplement, de notre modernité. Donc c'est une privation d'aller conquérir, là aussi, par le temps. Vous vous souvenez les pages de Franklin, qui est un des penseurs les plus spécifiques de l'avant-poste de l'éthique protestante et de l'éthique capitalistique. Time is money. Bon, voilà, le temps c'est de l'argent. Et c'est, quand vous lisez les pages de Franklin, voilà, il y a une critique bien évidemment de l'oisiveté très forte, mais le travail c'est ça, c'est ce qui vient utiliser le temps à bon escient, rationaliser correctement le temps qui nous est donné, le rendre le plus bien évidemment productif possible. Le temps qui ne produit rien est un non-temps, etc., etc. Et c'est vrai que nous avons une institutionnalisation comme ça très très forte de l'urgence. L'urgence devient le rapport naturalisé des individus et de la société au temps. On ne prend plus le temps. On n'a plus le droit de prendre son temps. Tout est traduit. Vous avez un autre ouvrage aussi de Nicole Aubert, Le culte de l'urgence, ou même dans l'individu hypermoderne, c'est très bien expliqué aussi, ou les livres de Gaulle-Jacques aussi, qui sont, quand il définit plutôt toute l'idéologie gestionnaire, mais il fait aussi une très très grande critique de cette injonction d'urgence. L'injonction d'urgence, c'est un simulacre. Alors, c'est un simulacre dans le fait où normalement, il n'y a pas besoin d'injonction. L'urgence est un fait. Et donc, ce fait crée immédiatement une temporalité. Mais ce n'est pas le discours qui crée le fait. Et ça, c'est un point important. Donc, on est très, très loin de ce qui se passe, bien évidemment, dans les services d'urgence qui sont immédiatement dans un fait qui est qu'il y a la vie, la mort, un triage obligatoire. Alors que quand on est dans une norme sociale du temps, un certain type d'urgence aujourd'hui, c'est très 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 urgent, il y a bien évidemment une contradiction souvent assez forte, pas toujours, mais souvent, entre l'urgence et l'importance. Pas nécessairement, ça ne s'assimile pas nécessairement, alors que bien sûr, dans le cas de la clinique de l'urgence hospitalière, c'est l'importance qui fait l'urgence. Là, pas du tout. C'est l'urgence qui fait l'importance. Donc, on a quand même une falsification totale. C'est le temps comme moyen de time is money. Donc, la rationalité instrumentale, c'est ça. C'est-à-dire qu'on considère que ce qui fait le temps, c'est le quantitatif. C'est pas le qualitatif.
la question métaphysique que le temps permet, c'est-à-dire la métanoïa, la transformation de soi, due au fait de grandir, de vieillir, d'évoluer, etc. Cette question, en fait, elle importe peu. Ce qui est important, c'est la quantification du temps. Qu'est-ce qu'on va arriver à faire, et encore plus à faire. On gagne du temps pour faire quoi? Pour immédiatement remplir ce temps et obliger ce temps à être dans la production, etc., etc. Donc, simulacre d'urgence, totalement dessaisi du réel. Et je vous renvoie également aux ouvrages d'Hartmut Rosa, que vous connaissez sans doute, cette critique sociale du temps. Ça avait été traduit notamment à la Découverte en 2010, et ça s'appelle Accélération. Alors on n'est pas exactement dans la question de l'urgence, mais on est dans la question de l'accélération sociale permanente. Et Rosa est issu bien sûr de la théorie critique et de l'école de Francfort, donc c'est vraiment il travaille de manière très très forte avec bien sûr Axel Honneth et Habermas, etc. Quelle est notre histoire moderne? L'histoire moderne, c'est que, ou plutôt même la modernité tardive, comme il l'appelle, c'est cette dialectique entre des forces d'accélération et des institutions qui sont, dit-il, vouées à dépérir parce qu'elles n'arrivent pas, en tout cas, disons plutôt les choses comme ça, qui sont vouées à dépérir si elles n'arrivent pas à répondre à cette injonction d'accélération. Et le concept d'accélération sociale intègre 3 dimensions chez Rosa. La première dimension, c'est bien sûr l'innovation technique. La deuxième dimension, c'est tout ce qui renvoie au changement social, et principalement ce qui va se faire dans 2 institutions qui sont celles du monde du travail et du monde de la famille. Et puis la dernière dimension qui est le rythme de vie, le style de vie. Et en fait, on a un système d'auto-alimentation très très fort entre ces 3 dimensions. Parce que si dans un premier temps, ce sont souvent les innovations techniques qui permettent le développement de nouvelles possibilités, après, ce sont des nouveaux styles de vie qui demandent des nouvelles techniques pour répondre à leurs nouvelles attentes, puisqu'elles ont été, ça y est, elles ont été vrillées, transformées par précisément l'usage de telles techniques. Donc on a quelque chose qui s'engendre et qui, d'une certaine manière, ne peut jamais s'arrêter. Autre point important sur ces accélérations du rythme de vie, sur ces obligations d'impermanence, d'adaptabilité obligatoire, vous pouvez vous référer aux travaux de Sennett, de Richard Sennett. Alors là, dans quasiment tous ses livres, vous avez une description très juste dans, par exemple, la tyrannie de l'intime, pour n'en citer qu'un seul, ou un autre, la fin de la compétence, qui est plutôt une analyse sur le monde du travail. Et qu'est-ce que fait... voilà, c'est tout le hiatus qui est fait entre l'injonction d'urgence, l'injonction de la rationalité instrumentale, c'est-à-dire l'injonction à produire, et l'impossibilité de la régénération, l'impossibilité de la réflexion sur ce qui est en train de faire, l'impossibilité de l'expérience, on en avait parlé ici, c'est-à-dire nous passons notre vie à faire quantité de choses, mais ce n'est pas pour autant que nous ressentons l'expérience de ce qui est fait. Et notamment dans ce texte, il va parler de corrosion des caractères, et notamment le travail sous idéologie
de quantification du temps, d'urgence, d'obligation à une surproductivité, etc., ce travail n'est plus bien évidemment ce qui vient parachever notre personnalité, mais au contraire ce qui vient la gangréner, l'éroder. C'est ça la corrosion des caractères, c'est-à-dire cette hyperflexibilité, cette mise à disposition du sujet, cette mise à disposition du corps vient tout simplement impacter le caractère personnel et il n'est plus capable, dit-il, il n'est plus capable tout simplement de transformer correctement sa personnalité, sachant que comment avoir le temps ou même le désir de travailler sur soi quand on est continuellement sollicité, continuellement sur le fil du rasoir, continuellement précarisé par une situation d'impermanence. De toute façon, structurellement, ça devient assez antinomique. Et donc, il fait totalement le lien comme ça entre d'un côté la corrosion des caractères, l'ère encore de ce que Nicole Aubert appelle l'hyperfonctionnement, l'ère de l'hyperfonctionnement, vous trouvez ça dans l'individu hypermoderne, sous couvert d'intensité de soi, et qui a en fait une exigence de rentabilité qui s'est étendue à toutes les couches de l'intime et à toutes les couches de la société. Malade du temps, bien évidemment, des stratégies qui ne sont que celui du court terme, etc., etc. Donc, corrosion des caractères. Et autre grande maladie de ce siècle, et qui est directement liée à cette corrosion des caractères et à cette maladie du temps, c'est, dit Richard Sennett, l'ajournement perpétuel, permanent de l'âge adulte. C'est-à-dire l'âge adulte au sens du fait de grandir, le fait de réellement grandir, c'est-à-dire de développer la maturité d'une personnalité. Alors, vous pouvez vieillir, ça c'est sûr, parce que de fait c'est physiologique, mais grandir, ça, visiblement, c'est pas sûr, et donc nous serons séniles, vieux, mais pas pour autant adultes, au sens de construit, de mature. Pourquoi ? Parce que tout simplement, comment poursuivre, dit-il, des fins à long terme dans une société qui ne connaît que le court terme ? Comment entretenir des relations sociales durables ? Comment un être humain peut-il se forger une identité et se construire un itinéraire dans une société faite d'épisodes et de fragments ? Bref, donc on voit très bien qu'ici on a une urgence qui est une forme de corruption, qui permet une corruption, et pas du tout l'urgence qui est un territoire de rigueur, de simplicité, de responsabilité, comme on peut trouver éventuellement sur la psychiatrie de l'Avent, sur bien sûr l'écume, sur le SAMU bien sûr, et sur nos services hospitaliers d'urgence. Voilà pour aujourd'hui, et de toute façon on continuera la semaine prochaine, puisque, là, encore une fois, la rationalité instrumentale, c'est directement lié à ces questions aussi de présentisme, de productivité du présentisme, d'empêcher la maîtrise du temps propre, etc., etc., enfin des données qu'on connaît bien ici. Donc c'est à vous pour les questions.